Bonsoir à tous et bienvenue sur Amants et Mensonges, là où les secrets deviennent des tempêtes. Et si celle que vous aimiez depuis 17 ans, celle avec qui vous aviez construit une maison, une famille, une vie, préparait en silence votre humiliation la plus cruelle? Et si ce que vous preniez pour de l'amitié n'était qu'un théâtre pour masquer l'inimaginable? Ce soir-là, tout a changé. Définitivement. Abonnez-vous, laissez un like, et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Votre soutien est précieux pour faire vivre cette chaîne. Ce soir d'octobre avait enveloppé notre maison comme un drap tiède. Le genre de soirée paisible dont les agences immobilières raffolent pour vendre une vie rêvée. J'ai garé mon vieux pick-up dans l'allée à 18h47 précise. Comme tous les soirs, depuis 17 ans. Le garage s'est ouvert avec son grondement familier, et je me suis stationné à côté de la berline argentée de Claire, fraîchement lavée. Une troisième fois ce mois-ci. J'ai noté ce détail sans y prêter trop d'attention, mais il allait prendre un tout autre sens, plus tard. À l'intérieur, la maison vibrait doucement de ces bruits familiers qui annoncent la fin d'une journée. Le lave-vaisselle ronronnait dans la cuisine, la musique de Chloé descendait en cascade du premier étage, et la télévision du salon diffusait, à bas volume, le journal du soir. J'ai retiré ma veste de chantier, l'ai accrochée à son crochet habituel et défait ma cravate, prêt à retrouver ce que je croyais être ma routine. L'odeur dans l'air m'a cependant fait tiquer, du traiteur chinois, alors que Claire avait promis une lasagne maison. Papa est rentré, a crié Lucas depuis le comptoir de la cuisine. Il était censé faire ses devoirs, mais construisait visiblement un vaisseau spatial avec des crayons mécaniques. J'ai souri, lui ai ébouriffé les cheveux. Les boîtes en carton sur le plan de travail étaient encore chaudes. Où est ta mère? En haut. Elle parle au téléphone depuis une éternité. J'ai monté les marches en silence et trouvé Claire dans notre chambre, marchant de long en large devant le miroir, téléphone à l'oreille. Elle portait une robe bleu foncé que je ne lui connaissais pas, ses cheveux étaient relevés différemment, plus doux, plus travaillés. Lorsqu'elle m'a vu, elle m'a fait signe d'attendre. Un doigt levé. Le signal universel dut encore une minute. Non, non, Sophie, tu le mérites. Après tout ce qu'Antoine t'a fait, cette fête va être incroyable. Thérapeutique même, disait-elle avec ferveur. Elle a croisé mon regard dans le miroir, m'a souri de ce sourire lumineux qui m'avait fait tomber amoureux 20 ans plus tôt. 40 personnes, tu as dit? Parfait. Ma maison est idéale pour ce genre de soirée. Je me suis assis au bord du lit. 40 personnes? Claire a raccroché avec 1000 promesses, s'est tournée vers moi, rayonnante. Oh, ça? J'ai proposé d'organiser la fête de divorce de Sophie Valin. Tu te souviens d'elle? Mon amie du service marketing. Elle s'est enfin débarrassée de ce salaud d'Antoine. On célèbre sa liberté retrouvée. Je me souvenais vaguement de Sophie, une blonde au rire éclatant qu'on voyait parfois à des événements de l'agence. Et je me souvenais surtout d'Antoine, ce vendeur de voitures aux mains trop fermes et au regard glissant. Et ça nécessite 40 invités? C'est une grande occasion, Marc. 12 ans de mariage, dont au moins 5 de trahison. Elle mérite une vraie fête. Claire s'est assise près de moi, pétillante. Et puis, ça va nous faire du bien aussi. Ça fait une éternité qu'on n'a rien organisé ici. C'est pour quand? Samedi soir. J'ai cligné des yeux. Ce samedi? On est mardi. Je sais que c'est court, mais Sophie en a vraiment besoin. Elle est au plus bas. J'ai pris ce ton calme que j'utilise quand un client m'appelle pour se plaindre d'un retard de chantier. 40 personnes, Claire. C'est beaucoup. La nourriture, les boissons, le ménage. Je m'occupe de tout. Tom, du traiteur, va gérer les amuse-bouches. J'ai tout planifié. Elle m'a pris la main. Sa paume était douce, familière. J'ai senti son enthousiasme me frôler comme un souvenir lointain de notre jeunesse. Comme lorsqu'on venait d'acheter cette maison. Quand chaque pièce semblait pleine de promesses. Tu as juste à me donner ta bénédiction. Et m'aider à bouger quelques meubles. Tu pourrais même inviter Gérard, si tu veux. Gérard Aubry. Mon meilleur ami. Mon associé.
L'homme que sa femme avait quitté 2 ans plus tôt pour un prof de yoga. L'idée d'inviter Gérard à célébrer le divorce de quelqu'un d'autre m'a arraché un sourire amer. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Ce qui voulait dire oui, bien sûr. Claire m'a embrassé sur la joue, laissant une trace de son nouveau rouge à lèvres. Tu es merveilleux. Maintenant viens manger, sinon Lucas va finir tout le bœuf brocoli. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Claire s'est lancée dans l'organisation comme une générale en campagne. Fleurs, bartendés, meubles empruntés à gauche et à droite. J'ai aidé comme je pouvais, installation, guirlandes lumineuses, logistique. Mais la plupart du temps, j'observais. Elle était différente. Plus vibrante. Comme dopée à une excitation qui n'avait rien à voir avec une simple soirée entre amis. Elle chantait sous la douche. Passait des heures à se coiffer. Et gardait désormais son téléphone face cachée, même à table. Chaque fois qu'il vibrait, ses yeux s'y accrochaient avec une intensité qui me glaçait un peu. Je l'ai regardée, un soir, alors qu'elle disposait avec une obsession maniaque les plateaux d'amuse-bouche qu'elle avait empruntés à tout le voisinage. « Tu te donnes beaucoup pour cette fête. »« C'est pour Sophie, » répondit-elle sans lever les yeux. « Vous n'avez jamais été si proche. » Ses mains se figèrent. « Plus que tu ne crois. Les femmes se soutiennent. C'est comme ça. » Il y avait dans sa voix une pointe que je ne lui connaissais pas. Je me suis reculé. Je dis juste que c'est beaucoup d'efforts pour quelqu'un qui n'est jamais venu ici. Elle est venue. Le mois dernier. Pour un café. Je n'en avais aucun souvenir. Mais après tout, j'étais souvent en déplacement. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Comme une dissonance sourde dans une mélodie que je connaissais par cœur. Vendredi, la maison brillait comme jamais. Claire avait engagé une société de nettoyage le matin, puis avait refait tout elle-même l'après-midi. Tout devait être parfait. Et ça l'était. Trop parfait. Tu devrais commencer à te préparer, ai-je dit. Elle a levé les yeux vers l'horloge. Mon Dieu, tu as raison. Je n'ai même pas pris ma douche. Elle m'a embrassé à la volée. Marc, pour demain soir, tu pourrais emmener les enfants chez ta mère? Pas toute la soirée, juste la première moitié. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas censé être une soirée pour couple? Oui, mais le début sera très féminin. Beaucoup de partage. Les hommes gêneraient. Et le barman? Il est staff. C'est différent. Elle m'a regardé avec insistance. S'il te plaît. Ce serait vraiment important pour moi. Et pour Sophie. Je l'ai regardé longuement, sans dire un mot. Puis j'ai hoché la tête. Très bien. Maman voulait voir les enfants, de toute façon. Son soulagement était palpable. Merci. Tu peux revenir vers 21h. On aura terminé les trucs émotionnels. 21h, alors. Elle a filé à l'étage. Et prends ton temps là-bas. Ne te presse pas. Je ne savais pas encore que ces mots résonneraient dans ma mémoire comme un avertissement ignoré. Mais j'ai chargé la voiture, les enfants, et suis parti. Obéissant. Naïf. Le soir venu, j'ai chargé Chloé et Lucas dans le pick-up, direction la maison de ma mère, à une bonne demi-heure de route. Chloé râlait. À 17 ans, elle se considérait suffisamment adulte pour participer à n'importe quelle soirée, surtout quand elle se passait chez elle. Lucas, lui, était ravi à l'idée de passer la nuit chez Mamie Ruth, qui le laissait regarder la télévision jusqu'à minuit et lui préparait toujours ses biscuits préférés. En conduisant dans la nuit normande, je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette étrange tension dans le ventre. Un malaise que je n'arrivais pas à nommer, mais qui m'habitait depuis quelques jours. Comme un frisson sous la peau, que même l'amour d'une vie ne peut étouffer. Ma mère nous a accueillis avec sa chaleur habituelle, un mélange d'ironie bienveillante et de force tranquille. Ruth Delattre n'était pas du genre à mâcher ses mots. À 72 ans, elle avait élevé 4 garçons seuls, après la mort prématurée de mon père. Marc, tu as l'air épuisé. Claire te fait courir avec toute cette bêtise de fête, hein? C'est juste pour une soirée, maman. 40 personnes? Dans ma maison, à notre époque, on appelait ça un mariage. J'ai souri.
Et je me suis installé pour ce que je pensais être une soirée longue et banale, rythmée par les commentaires de ma mère sur les mœurs modernes. Mais à 20h30, quelque chose en moi s'est mis à bouillir. Impossible de me concentrer sur les rapports trimestriels que j'avais emportés. Même le légendaire rôti de Ruth ne m'apportait aucun réconfort. Quelque chose clochait. Quelque chose d'invisible, mais tenace. « Tout va bien, mon grand ?» a demandé ma mère pendant que Lucas décrivait bruyamment sa dernière construction Lego. « Je pense au boulot, ai-je menti? J'ai oublié des dossiers importants à la maison. Je vais juste passer les chercher rapidement. Je serai discret. Claire ne s'en rendra même pas compte. » Elle m'a lancé ce regard qu'elle avait perfectionné pendant mon adolescence, celui qui disait clairement « Je sais exactement ce que tu fais, et je n'approuve pas. Si tu le dis ?» Le trajet retour m'a semblé plus court. Je me suis répété, comme un mantra, je vais juste prendre ces papiers. Rien de plus. Mais en tournant dans notre rue, je me suis figé. Les deux côtés de la chaussée étaient envahis de voitures. Des dizaines. Notre maison brillait de mille feux. De la musique s'échappait par les fenêtres entr'ouvertes. Ça riait, ça parlait fort. Une fête. Une vraie. Une grande. Claire avait tenu parole. Je me suis garé au bout de la rue, à l'écart. En marchant vers la maison, j'ai reconnu quelques véhicules, et puis, un en particulier. Un pick-up noir, garé juste à côté du cabriolet rouge de Sophie. Ce véhicule, je le connaissais. Mais d'où? Mon estomac s'est contracté. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. J'ai glissé discrètement à l'intérieur. L'ambiance était presque irréelle. Des inconnus partout. Mon salon, transformé en salle de réception. Les meubles déplacés, des guirlandes, des bougies. Tout était parfait. Trop parfait. J'ai tenté de me faufiler jusqu'à mon bureau à l'étage, mais je me suis retrouvé nez à nez avec Sophie Valin. « Marc ? Mais je croyais que Claire avait dit que tu ne viendrais pas avant plus tard. Je viens juste récupérer un dossier. » J'ai remarqué que sa robe était bien plus provocante que ce qu'on attendrait d'une simple amie de Claire. Cette soirée est incroyable. Claire a été fantastique. Tu as une femme en or. J'ai esquissé un sourire automatique. Ah oui? Et Antoine est là aussi. Tu te rends compte? C'est fou qu'elle l'ait invité après tout ce qu'il m'a fait. Elle dit que c'est important pour tourner la page. Le monde s'est arrêté. Antoine. Ici chez moi. En haut. Privé. Claire voulait lui parler, pour l'aider à faire son deuil. Mon cœur a battu plus vite. Tout en moi criait que ce n'était pas normal. Que ce n'était pas ce que ça semblait être. Je me suis excusé et j'ai gravi les escaliers. À pas feutrer. Comme un voleur dans sa propre maison. Le bureau était vide, la porte entr'ouverte. Mais, au fond du couloir, des voix. Un murmure masculin. Et le rire de Claire. Pas un rire nerveux ou poli. Non. Un rire doux, intime. Un rire que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Un rire qui ne m'était plus destiné. Je me suis approché de notre chambre. La porte n'était pas complètement fermée. Un mince filet de lumière s'échappait de l'intérieur. Et là, à travers cette fente, j'ai vu Claire, Antoine. Dans notre lit. Ensemble. Le monde s'est effondré sans bruit. Mes pensées ont cessé. Le temps s'est figé. J'ai vu la robe bleue, les draps froissés, ses mains sur lui, son visage, détendu. Heureux. Comme si tout était normal. Comme si j'étais déjà mort dans son cœur. Et tout est devenu limpide. La robe. Les appels. Les regards. Les sourires. Tout. J'ai compris. Mon premier réflexe a été d'ouvrir cette porte et hurler. Tout briser. Tout mettre à nu. Ma main s'est levée, prête à saisir la poignée. Mais je me suis arrêté. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour qu'elle pleure? Qu'elle s'excuse? Qu'elle me promette que c'était la dernière fois? Non. Pas cette fois. Je me suis retourné. Et j'ai quitté la pièce. Puis la maison. Personne ne m'a vu. Personne n'a su. Dans ma camionnette, je suis resté assis dans le noir,
les mains crispées sur le volant. J'aurais pu retourner chez ma mère. Faire semblant. Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Alors j'ai roulé vers mon bureau. Delattre et Aubry Construction. Un bâtiment simple, sans fioritures. À mon image. Je suis entré par la porte arrière. J'ai allumé une lumière, me suis installé à mon bureau. Entouré de plans, de tasses de café vides, de paperasse. De tout ce qui m'était réel. De tout ce qui n'était pas un mensonge. Et j'ai commencé à faire des listes. Des notes. Des plans. Une seule chose était certaine, mon mariage était terminé. Mais c'est moi qui en déciderais les modalités. Pas elle. Le matin venu, j'avais tout tracé. Son soulagement était palpable. Merci. Tu peux revenir vers 21h. On aura terminé les trucs émotionnels. 21h, alors. Elle a filé à l'étage. Et prends ton temps là-bas. Ne te presse pas. Je ne savais pas encore que ces mots résonneraient dans ma mémoire comme un avertissement ignoré. Mais j'ai chargé la voiture, les enfants, et suis parti. Obéissant. Naïf. Quand je suis rentré chez moi le lendemain matin, la maison était immaculée. Plus aucune trace de fête. Aucun verre sale, aucun coussin déplacé, aucune odeur d'alcool ou de parfum entêtant. Tout avait été soigneusement effacé. Claire était déjà levée, vêtue de son peignoir, rayonnante comme si la veille n'avait été qu'un rêve. Elle m'a accueilli dans la cuisine, versant distraitement du café dans ma tasse préférée, comme si de rien n'était. Alors, comment c'était chez ta mère? J'ai pris la tasse, l'ai portée à mes lèvres sans répondre tout de suite. Elle avait l'air reposée. Satisfaite. Comme quelqu'un qui venait d'atteindre son but. Bien. Les enfants se sont amusés. Puis j'ai ajouté, d'un ton neutre, et la fête? Comment ça s'est passé? Elle s'est illuminée. C'était formidable. Sophie en avait vraiment besoin. Elle a eu son moment de libération. Même Antoine est passé. Tu te rends compte? Il voulait faire la paix, tourner la page. Très mature de sa part, tu ne trouves pas? J'ai acquiescé, tout en l'observant avec une attention nouvelle. Elle mentait. Sans trembler. Elle mentait avec l'aisance d'une comédienne qui connaît son texte par cœur. Comme si ce n'était pas son corps que j'avais vu enlacé à celui d'un autre, quelques heures plus tôt. Comme si ce n'était pas dans notre lit qu'elle avait trahi tout ce que nous avions construit. « Tu es sûr que tout va bien ?» a-t-elle demandé en fronçant légèrement les sourcils. « Tu sembles différent. » C'était le moment. Le moment de tout lui dire. De poser les cartes sur la table. D'exiger des réponses. Mais au lieu de ça, j'ai souri. J'ai reposé ma tasse. Juste un peu fatigué. Tu sais comment est ma mère. Elle a semblé soulagée. Bien sûr. Tu devrais te reposer. Je vais demander aux enfants de ne pas faire trop de bruit. J'ai monté les escaliers et me suis allongé sur notre lit, ce lit en regardant le plafond. Elle était là, en bas. Claire. Ma femme. Celle que j'aimais encore hier. Celle qui m'avait détruit sans un mot. Le lundi matin, à la première heure, je me suis garé devant un petit bâtiment gris et discret, sans enseigne tapac sans graveleuil. Call investigation. L'adresse m'avait été donnée par maître Levasseur, mon avocat. Vous aurez besoin de preuves, avait-il dit d'un ton calme. Les tribunaux ne jugent pas les soupçons. Ils jugent les faits. Le détective, Vincent Charvet, était un homme mince, d'une 50aine d'années, les yeux perçants, la voix douce. Le genre de personne qui a vu le pire des gens sans jamais en être surpris. Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un carnet jauni. Depuis combien de temps vous pensez que ça dure? J'ai pris une grande inspiration. Je ne sais pas. Des mois, au moins. Peut-être plus. C'était comme avaler des éclats de verre. Chaque mot faisait mal. Des changements de comportement récents? Des absences inexpliquées? Des amis que vous n'avez jamais rencontrés? J'ai acquiescé. Oui. Pas mal. Il m'a expliqué ses tarifs. Raisonnables, mais assez élevés pour rappeler ce qu'ils signifiaient. Qu'on allait fouiller ma vie, pièce par pièce, jusqu'à la vérité.
Les 2 semaines qui suivirent furent comme un double jeu. Le jour, je redevenais Marc le bâtisseur, le père de famille modèle, le mari attentif. Je rentrais avec des fleurs, je complimentais ses plats, je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle semblait ravie. Plus câline. Plus présente. Comme si elle sentait que quelque chose lui échappait, mais sans savoir quoi exactement. J'étais parfait. J'étais une ombre. Un fantôme. Et chaque soir, pendant qu'elle dormait, je lisais les rapports de Vincent. Les appels. Les SMS. Les hôtels. Les cartes de crédit. Les reçus. 3 mois de relations actives avec Antoine Valin. 3 mois documentés, horodatés, localisés. Des dîners, des nuits d'hôtel pendant ses soi-disant séminaires, des achats dans des boutiques de lingerie que je ne l'avais jamais vu porter. Mais ce n'était que le début. Il y a un autre numéro qui revient souvent, m'a dit Vincent lors d'un appel. Schéma différent. Et la période remonte à plus longtemps. Presque 3 ans. 3 ans. Mon cœur s'est resserré. Le numéro appartenait à un certain Éric Bernier. Divorcé. 2 enfants. Représentant pharmaceutique. Je l'avais rencontré une fois, brièvement, lors d'une kermesse de l'école. Claire l'avait présenté comme un ami du comité. Ils avaient échangé un regard complice. Moi, j'avais parlé météo. Puis j'avais oublié. Grossière erreur. Vincent m'a tout montré, week-end à Lyon, dîner à 2, reçu d'hôtel, photos. C'était limpide. Et dévastateur. J'ai demandé, d'autres ? Il a secoué la tête. Non. Juste ces 2-là. Mais le profil est clair. Ce n'est pas l'amour qu'elle cherche. C'est l'adrénaline. Le frisson. Ce genre de comportement est plus dur à cerner. Et encore plus dur à arrêter. Je me suis assis dans mon bureau, les volets mi-clos. Devant moi, une clé USB. Dessus, toutes les preuves. Toutes les trahisons. Toutes les dates. Toute ma vie, déconstruite. Maître Levasseur a étudié les documents en silence. C'est solide. Très solide. On peut faire ça proprement. Ou bien, il m'a fixé. On s'assure qu'elle comprenne parfaitement ce qu'elle perd. J'ai pensé à son sourire ce samedi matin. Au mensonge dit avec tant d'aisance. Au merci hypocrite. Que proposez-vous ? Il a souri, froidement. La maison. Les enfants. L'entreprise. L'image. Le silence ou la vérité. Mais pour ça, il va falloir attendre. Et jouer la comédie un peu plus longtemps. J'ai regardé par la fenêtre. Là-bas, la maison, les enfants. Mon nom sur la boîte aux lettres. Mon chien, ma vie. Elle avait tout ruiné. Mais cette fois, c'est moi qui allais décider comment tout cela finirait. L'occasion s'est présentée plus tôt que je ne l'aurais imaginé. Un soir de novembre, Claire a annoncé, entre 2 bouchées de gratin dauphinois, qu'elle voulait organiser quelque chose pour son anniversaire. Rien de grandiose, avait-elle précisé, faussement modeste. Une 30aine de personnes. Juste la famille et les amis proches. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais mon visage est resté impassible. Ça a l'air bien, ai-je répondu. Ici, à la maison ? Elle a hoché la tête, souriante. Tu sais comme j'aime recevoir ici. Oh oui, je savais. Je savais maintenant exactement ce qu'elle aimait recevoir dans cette maison. Elle s'est lancée dans les préparatifs avec son entrain habituel. Commande de petits fours, location de mobilier, appel au même barman que pour la fête de Sophie. J'ai tout observé avec une attention glaciale. J'étais là, physiquement, mais intérieurement je révisais mon plan. Tout devait être minuté. Chaque détail vérifié. J'avais discrètement invité mes alliés, Gérard Aubry, maître Levasseur, quelques voisins triés sur le volet. Tous ceux qui avaient assisté à la fête du divorce. J'avais même discuté personnellement avec le barman, qui s'est montré étonnamment flexible une fois l'enveloppe glissée dans sa poche. Le projecteur était en place, discrètement relié à mon ordinateur depuis le bureau. Le câble passait le long des plaintes, invisible. Le contenu ? Tout. L'enquête. Les photos.
Les relevés. Les dates. Organisées. Irréfutables. La veille de la fête, alors que nous installions les dernières guirlandes dans le salon, Claire m'a pris la main. Merci de faire ça pour moi. Je sais que les fêtes, ce n'est pas ton truc, mais ça me touche. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux que tu aies exactement ce que tu mérites. Et c'était vrai. Le samedi soir est arrivé avec une douceur inhabituelle pour une fin novembre. Les invités ont commencé à affluer vers 19h, verre à la main, sourire aux lèvres. Claire flottait dans sa robe rouge flamboyante, une robe que je ne lui avais jamais vue auparavant, riant, virevoltant d'un groupe à l'autre, dans son élément. Resplendissante. Séduisante. Fausse. Elle riait comme si le monde lui appartenait. Comme si rien ne pouvait l'atteindre. À 21h30, j'ai discrètement quitté la pièce et rejoint le bureau. L'ordinateur était prêt. Le projecteur calibré. Je me suis assuré une dernière fois que tout fonctionnait. Puis je suis retourné dans le salon et saisi ma coupe de champagne et tapé doucement sur le verre. Mesdames, messieurs, si je pouvais avoir votre attention un instant. Les conversations se sont tues. Claire me regardait, les yeux brillants. Elle s'attendait à un discours ému. Une déclaration d'amour. Elle allait l'avoir. Mais pas celle qu'elle imaginait. Il y a 17 ans, j'ai épousé la femme la plus belle que j'ai jamais connue. Claire a été ma partenaire, la mère de mes enfants, mon pilier. Ce soir, je veux partager avec vous à quel point elle est spéciale. Quelques invités ont applaudi. Claire a mis une main sur sa bouche, croyant sans doute que j'allais la couvrir d'éloges. J'ai alors appuyé sur le bouton. La première image est apparue derrière moi. Claire et Antoine. Dans une chambre d'hôtel. Enlacés. Détendus. Heureux. Un silence brutal a frappé la pièce. Claire a pâli, comme si tout son sang s'était évaporé. Antoine, au fond de la salle, a reculé d'un pas, heurtant une invitée. J'ai continué. Image suivante, Claire et Eric. Dîner romantique. Mains croisées. Puis les factures d'hôtel. Les relevés bancaires. Chaque clic était un coup de marteau. Lent. Inexorable. Claire, ai-je dit d'un ton calme, presque affectueux. Partage son corps avec nos amis depuis un bon moment déjà. Je pensais qu'il était juste que vous le sachiez tous, en tant qu'invité d'honneur. Elle a murmuré « Ah, s'il te plaît » d'une voix brisée. S'il te plaît quoi? Que je continue à faire semblant? Que je continue à sourire pendant que tu m'humilies dans ma maison? Antoine a tenté de parler, mais je me suis tourné vers lui comme une lame. Tu pensais à mon mariage quand tu étais dans mon lit, Antoine? Tu pensais à mes enfants quand tu serrais la main de leur père avec ce sourire d'hypocrite? Il s'est tu. La salle se vidait peu à peu. Certains fuyaient en silence. D'autres restaient figés. Sophie Valin, au centre, a murmuré « Claire, comment as-tu pu faire ça, avec mon ex-mari ?» Claire s'est tournée vers elle, désespérée, « Il n'était plus ton mari. » Elle s'est figée. Trop tard. Trop honnête. « Il n'était pas ton mari non plus, Claire, ai-je ajouté. Mais ça ne semblait pas te déranger. » David Levasseur s'est avancé calmement, une enveloppe à la main. « Madame Delattre, voici les documents de divorce. Vous avez 30 jours pour y répondre. » Claire a agrippé l'enveloppe comme si elle brûlait. Marc, on peut s'expliquer. On peut réparer. On peut aller voir un conseiller? Ce mot a claqué dans l'air comme un couperet. Elle s'est effondrée sur le canapé, sanglotant sans retenue. Des larmes bruyantes. Honteuses. Réelles. Antoine avait disparu. Les derniers invités se retiraient, gênés, bouleversés. Je me suis tenu droit, au centre, toujours la télécommande en main. Je n'ai pas bougé. Elle s'est levée en tremblant, s'est dirigée vers la porte. Je l'ai appelée. Elle s'est retournée, pleine d'espoir. Joyeux anniversaire. Et elle a disparu dans la nuit. Je suis resté là un moment, seul. Puis j'ai souri. J'étais enfin chez moi. 3 semaines plus tard, nous étions tous réunis dans la salle de conférence glaciale du cabinet Dumas et compagnie. Tout y sentait la procédure,
Le cuir rigide des fauteuils, la lumière clinique, les murs trop blancs. Claire était là, assise en face de moi, flanquée de son avocate, maître Dumas, une femme au regard d'acier et à la voix sucrée comme du poison. Elle portait un tailleur qui semblait hurler domination, mais son visage racontait une autre histoire. Elle avait maigri. Ses yeux étaient cernés, son teint pâle. La femme qui m'avait autrefois promis l'éternité semblait avoir traversé un hiver intérieur sans fin. La fête d'anniversaire l'avait tuée socialement, professionnellement. Son poste en marketing, envolé. Ses amis, disparus. Elle vivait maintenant dans un studio au-dessus d'une pizzeria et travaillait à temps partiel dans une boutique de vêtements. Et pourtant, elle était venue ici comme si elle avait encore des cartes à jouer. Mon client est prêt à faire preuve de souplesse, a commencé maître Dumas. Elle propose une garde partagée, une division équitable des biens, y compris la maison et l'entreprise, et une pension alimentaire mensuelle de 6 500 €. J'ai failli rire. David Levasseur, lui, n'a même pas levé les yeux de son bloc-notes. Contre-proposition, Monsieur Delattre conserve la garde exclusive des enfants, la maison, l'entreprise. Pension alimentaire, 950 € par mois, pendant 18 mois. Le silence s'est installé. Claire a cligné des yeux. Son masque s'est craquelé. C'est insensé, a murmuré maître Dumas. Ma cliente a consacré 17 ans à ce mariage. David n'a pas scié. Elle a consacré 3 ans à le trahir. Et nous avons des preuves de 2 relations adultères documentées, avec détournement de fonds familiaux. Cela constitue une mise en danger du bien-être des enfants. Claire a enfin pris la parole. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Je n'ai jamais mis les enfants en danger. Je les regardais droit dans les yeux. Tu as amené des inconnus dans notre maison, pendant que nos enfants dormaient à l'étage. Tu as utilisé l'argent destiné à leurs études pour payer des hôtels à Lyon ou des dessous que je n'ai jamais vus. Tu les as humiliés. Tu les as détruits. Tu ne vois pas ça comme un danger? L'avocate a tenté une diversion. Les enfants aiment leur mère. Les priver de lien maternel serait plus traumatisant que... Non, ai-je coupé. Ils comprennent. Chloé est furieuse. Lucas est perdu. Mais aucun des deux n'a demandé à la revoir. Pas une seule fois. Claire a blêmi. Ses épaules se sont affaissées. Ils sont jeunes. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent mieux que toi, Claire. Ils comprennent que leur mère a menti. Triché. Préféré des inconnus à sa famille. Ils comprennent que l'amour ne suffit pas quand il est souillé par l'égoïsme. Elle a voulu répliquer, mais j'ai poursuivi, implacable. Si tu les aimais vraiment, tu n'aurais pas détruit leur monde. Et alors, comme si ce n'était pas déjà assez cruel, David a sorti la dernière pièce du puzzle. Une petite feuille, posée devant lui. En parlant d'Antoine Valin, peut-être que Madame Delattre aimerait expliquer pourquoi elle a continué à le voir, même après son mariage avec sa secrétaire, Mademoiselle Rodriguez, le 15 novembre dernier. Le choc a été instantané. Claire a blêmi. Ses yeux se sont agrandis comme si l'air venait de lui manquer. Il s'est marié? À Las Vegas. En toute discrétion. Il était fiancé depuis 6 mois. Je l'ai vu comprendre. Enfin. Elle avait tout sacrifié pour un homme qui, en vérité, ne l'avait jamais envisagé autrement que comme un divertissement. Eric, d'ailleurs, était lui aussi désormais fiancé, à une autre femme qu'il fréquentait en parallèle. L'ironie était parfaite. Claire a éclaté en sanglots. Pas les larmes calculées de l'actrice qu'elle avait été si longtemps, mais des sanglots violents, douloureux, qui secouaient tout son corps. Je n'ai rien ressenti. Rien. Ni pitié, ni plaisir, ni regret. Elle avait voulu le frisson. Elle avait tout perdu. Ma cliente a besoin d'une pause, a annoncé maître Dumas. Claire s'est levée sans attendre, fuyant vers les toilettes. 10 minutes plus tard, elle est revenue, maquillage rafistolé, regard brisé. Elle n'a pas regardé son avocate. Elle a simplement dit « Je signe ». Elle a accepté la garde exclusive pour moi, les visites surveillées un week-end sur 2, la pension réduite,
une somme unique de 35 000 €, sa voiture et ses effets personnels. C'était tout. Tout ce qu'il lui restait d'une vie autrefois pleine. Avant qu'elle parte, j'ai posé une dernière condition. Les enfants restent avec moi. Tu respectes les horaires. Tu ne passes pas à l'improviste, tu ne vas pas à leur école, tu ne les appelles pas sans accord. Le moindre écart, et tu perds même les visites surveillées. Elle a hoché la tête. Je comprends. Elle a rassemblé son sac, lentement. Puis elle m'a regardé, comme cette nuit-là, après l'anniversaire. Le même espoir désespéré dans les yeux. Est-ce qu'on pourrait parler, rien que tous les deux? Juste 5 minutes. Pour dire quoi, Claire? Que tu es désolé? Que tu regrettes? Que tu m'aimes encore? Que tu n'as jamais voulu me faire de mal? Je ne veux pas l'entendre. Je m'en fous. Tu as fait tes choix. Maintenant, vis avec. Elle a baissé les yeux, puis s'est tournée vers la porte. Et moi, j'ai pensé, encore une pièce du puzzle qui s'effondre. Et ça me va très bien. Les 6 mois qui ont suivi se sont écoulés avec la régularité mécanique d'un chantier bien dirigé. J'ai replongé dans le travail, les projets de rénovation, les appels clients, les plannings. Mais surtout, j'ai plongé dans ma vie de père. Une vraie vie. Différente. Lucas s'est rapidement adapté. À 13 ans, il avait cette faculté presque surnaturelle à reprendre le cours de sa routine tant que les bases étaient stables. Il posait parfois des questions simples, douloureuses dans leur innocence. Pourquoi maman ne vit plus avec nous? Est-ce qu'elle nous a quittés aussi? Je répondais avec la vérité. Jamais avec haine, mais sans phare. Les faits suffisaient. Chloé, elle, avait 17 ans et une maturité que je ne lui connaissais pas. Elle avait pris en charge 1000 petits détails sans qu'on ne lui demande rien. Elle aidait Lucas pour ses devoirs, faisait les courses, tentait même de cuisiner. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Mais son regard était dur. Froid. La trahison de Claire l'avait marquée à vif, et elle n'était pas prête à pardonner. Un soir, elle est venue me voir avec mon téléphone à la main. Elle a encore appelé. 3e fois cette semaine. J'ai regardé l'écran. J'ai supprimé le message. Sans l'écouter. Claire avait tenté de reprendre contact. D'abord timidement. Puis plus directement. Mais je n'ai jamais répondu. Elle avait fait son choix. Et moi le mien. En avril, elle a manqué 3 visites surveillées d'affilée. Elle n'a pas prévenu. Ne s'est pas excusée. Le juge a suspendu son droit de visite. David m'a appelé pour me dire que Claire avait quitté la région. Son bail n'avait pas été renouvelé. Son poste de vendeuse avait été supprimé. Son téléphone, déconnecté. Même Maître Dumas ignorait où elle était. Elle s'était évaporée. Et franchement, je n'en avais rien à faire. L'été a apporté de nouvelles routines, de nouveaux visages. Sarah Mitchell, la prof de français de Lucas, avait accepté mon invitation à dîner. C'était simple, naturel. Sans urgence. Sans jeu. Rebecca Torres, l'architecte avec qui je travaillais sur un projet de centre culturel, était devenue une amie précieuse. Une confidente. Quelqu'un qui comprenait la solitude qu'on choisit, après celle qu'on subit. J'avais repeint la chambre conjugale. Jeté le vieux lit. Remplacé chaque meuble. Aucun souvenir n'avait le droit de survivre là où j'avais été trahi. En août, presque 1 an jour pour jour après la fête du divorce de Sophie, Chloé est venue frapper à la porte de mon bureau à la maison. « Papa, y a quelqu'un pour toi. » J'ai levé les yeux. Elle était là. Claire. Méconnaissable. Amaigrie. Le visage creusé. Les cheveux coupés courts, ternes. Ses vêtements semblaient sortis d'un dépôt-vente. Mais c'était son regard qui m'a le plus frappé. Vide. Brisé. Creux. Bonjour Marc. Je n'ai pas bougé. Chloé, va voir ton frère. Une fois seule, j'ai croisé les bras. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, comme si franchir le seuil l'aurait consumée. Je sais que je n'ai pas le droit d'être là. Je sais pour la décision du juge. Mais je voulais juste m'excuser. Je suis resté silencieux. Elle a continué. J'habite à Nantes. Je travaille dans un hôtel.
Le ménage. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Elle a baissé les yeux. J'ai tout détruit. Pour rien. J'ai cru que c'était de l'amour. Que c'était de la liberté. Mais c'était juste une fuite. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu toi. J'ai tout gâché. Je suis désolé. Sa voix tremblait. Mais moi, je ne tremblais plus. Tu veux que je te pardonne? Elle a secoué la tête. Non. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends. Ce que j'ai perdu. Ce que j'ai fait. Et que je le regrette. Je l'ai regardée longuement. Puis elle a craqué. Les larmes ont coulé. Vrai. Incontrôlable. Je veux voir Lucas. Et Chloé. Je ne veux rien d'autre. Juste les voir. Entendre leur voix. 5 minutes. Ma voix était calme. Tranchante. Définitive. Non. Elle a sangloté plus fort. Je t'en supplie, Marc. Je me suis levé. Tu les as perdus le jour où tu as détruit leur famille. Et ils ne veulent pas te voir. Tu n'existes plus dans leur monde. Elle a tenté de parler, mais ma voix l'a arrêtée. Si tu reviens ici, si tu les approches, je ferai appliquer l'ordonnance. Et tu seras arrêté. Elle a hoché la tête, anéantie. Puis, avant de partir, elle a demandé, « Est-ce que tu es heureux, maintenant ?» J'ai pensé à Chloé, à Lucas, à notre chien adopté, à la paix qui régnait dans la maison, au silence sans mensonge, aux nuits sans soupçon. Oui. Elle a fermé les yeux. Et s'est effacée. Pour de bon. Ce soir-là, j'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle montait dans une vieille voiture rouillée. Elle a démarré. Je ne l'ai plus jamais revue. Puis j'ai refermé mon carnet de chantier. Et je suis monté dire bonne nuit à mes enfants. En les regardant dormir, j'ai compris. Il y a des trahisons qu'on pardonne. Et d'autres qu'on transforme. En force. En vérité. En leçon. Claire avait échangé 17 ans d'amour contre 3 ans d'illusion. Une famille contre 2 hommes qui l'avaient piétinée. Le prix de la trahison ne se payait pas en une nuit. Il se payait lentement. Chaque jour. Chaque regard qu'on ne croisait plus. Chaque souvenir qu'on ne voulait plus. Et moi, je m'étais libéré. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.